Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui sur Une Voix qui porte quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années, qui a fait énormément de vidéos et me proposait beaucoup de contenu, un contenu de valeur, qui s'appelle donc Laurent Martinez. Laurent, je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne pour cette vidéo. Merci de m'accueillir. Je suis ravi de faire cet échange avec toi. Merci Ouais. encore. J'ai beaucoup de chance de pouvoir te recevoir et de pouvoir échanger avec toi. D'autant plus que je suis ta chaîne depuis un certain temps et donc j'ai des questions et des choses à expliciter. Alors avant tout, je pense que ton contenu peut intéresser fortement les gens qui viennent sur ma chaîne, puisque bon, ton contenu peut intéresser n'importe quel être humain dans l'absolu. Mais les gens qui viennent sur ma chaîne sont des gens spécifiquement qui souvent sont confrontés à des difficultés de vie, alors pas mal de problématiques d'addiction, mais aussi des problématiques d'ordre de ressenti de manque, que ce soit des problématiques dites amoureuses, et je sais que c'est un thème que tu as beaucoup travaillé, des problématiques liées à divers sentiments de manque ou alors des peurs aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne parce qu'ils ont des peurs, des phobies. Et toi, tu es excellent sur le thème des émotions. Je pense que sur le thème des émotions, tu es certainement la personne qui m'a le plus éclairée jusqu'à maintenant. Et Dieu sait que j'ai lu des livres et écouté des conférences et suivi des formations sur le thème des émotions, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on peut avoir compris au niveau mental une problématique, et c'est souvent le cas des gens qui arrivent chez moi. Ils ont compris la problématique au niveau mental, mais ça reste complètement coincé au niveau émotionnel. Toi, tu proposes un outil dont j'ai pris connaissance par le truchement d'un séminaire le 12 décembre de l'année dernière. Pour te dire que ça m'a marqué, je me souviens de la date. En même temps, c'était facile, 12-12, c'est facile. J'ai suivi un séminaire avec toi sur l'échelle émotionnelle, qui est un outil qui permet de mieux comprendre son intelligence émotionnelle et de faire un travail sur ce thème-là. Donc, je vais te laisser te présenter un peu ton travail et ce que peut-être commencer à évoquer, ce que tu pourrais proposer pour les gens de la chaîne. Et puis voilà, et on va faire un petit bavardage informel sur les thèmes qui surgiront. Et je pense qu'il y a des concepts qui vont émerger d'eux-mêmes et sur lesquels on pourra rebondir. Je t'écoute. Ok. Alors, je pars d'où? Je pars du début en fait, de cette démarche d'aider les gens. Donc, ça fait 17 ans que j'aide les personnes qui me demandent. À la base, moi, j'étais ingénieur en informatique. Je dirais que j'étais vraiment dans le monde du travail et j'ai décidé vraiment de me réaliser, c'est-à-dire de vivre ce qui était important pour moi et ce qui était dans mes valeurs. Donc, j'ai quitté à la fois le travail d'ingénieur en informatique et le monde du travail pour être complètement dédié à… moi, je distingue dans ma tête travailler et œuvrer. Ce n'est pas pareil pour moi, travailler et œuvrer. Donc, d'être plutôt dans mon œuvre, dans ce qui est vraiment important pour moi. Donc, c'est passé d'abord par une formation, mais ça, c'est peu important. Et surtout, j'ai découvert donc ce dont tu parles. C'est-à-dire, juste dans des interactions avec des gens, j'ai découvert cet outil d'échelle émotionnelle. En tout cas, une fois, j'ai eu un peu l'intuition d'aller creuser une émotion pour voir jusqu'où ça va. On est allé jusqu'à un point très important pour moi qui est central. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est comme ça pour tous les humains? Est-ce que c'est comme ça pour toutes les émotions de tout le monde? Et puis, pour moi, oui. En tout cas, le témoignage que je fais, c'est important pour moi de parler depuis mon témoignage. Hein. Je ne répète pas des choses Oui, que tout à j'ai fait. lues. Ouais. Tu parles de ton vécu subjectif. Ouais, voilà. Et puis, bah, ça fait 17 ans que je constate que là, maintenant, des échelles émotionnelles, donc c'est des choses que j'ai vidées beaucoup, beaucoup, c'est des milliers. Et pour moi, ce que je peux dire, c'est que n'importe quelle émotion de n'importe quel humain, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, quand on l'écoute vraiment, tu parlais d'intelligence émotionnelle, ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment le mécanisme qui déclenche des émotions. C'est pas, des fois, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de l'intelligence mentale Oui. à propos des émotions, la capacité de les nommer, de les reconnaître. Voilà. Oui. Et c'est très important, cette intelligence-là, mais ce n'est pas ce dont je parle. Je parle vraiment simplement de ce qui nous déclenche des émotions. Et ce mécanisme, pour moi, il est hyper intelligent, hyper fin, hyper précis. Et on a tendance à le vivre à l'envers. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les émotions nous parlent du monde et que c'est une sensibilité au monde. Et pour moi, c'est clair que non. Les émotions, quand on les écoute, elles vont parler de notre intériorité la plus intime et elles parlent de soi. Et donc, cette échelle émotionnelle,
Ça Oui, permet ça, ouais. oui, pardon, il y a une petite coupure au moment où tu prononçais un terme clé. Donc, c'est pour ça que je me permets de t'arrêter. Juste pour te reprendre sur ce moment où ça a coupé. Alors, il faut préciser pour les personnes qui ne le savent pas que tu vis très loin. Et donc, il peut y avoir des coupures et des problèmes d'Internet. Donc, je demande votre tolérance si jamais ça coupe comme ça. Je reprends le bout qui a coupé parce que moi, je l'ai entendu. Ce qui a coupé, c'est que la plupart des gens vivent leurs émotions, en reprenant le terme que tu utilises, à l'envers. Voilà, je te laisse reprendre. C'était le à l'envers qui avait sauté et c'était dommage. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire on peut avoir tendance à considérer que les émotions nous parlent du monde, que c'est une sensibilité à l'extérieur, parce que c'est l'extérieur qui souvent, pas seulement, mais souvent nous déclenche des émotions, et pas du tout les émotions quand on les écoute. Donc, par exemple, avec l'échelle émotionnelle, ça nous permet de voir que ça parle de notre intériorité la plus intime. Ça parle vraiment de nous. Donc, l'échelle émotionnelle, c'est vraiment une manière d'écouter finalement l'intelligence émotionnelle, pas l'intelligence mentale, pour voir de quoi elle parle. Pour moi, toute émotion est un message, un signal. C'est absolument crucial d'aller écouter la source du signal et de voir sur quoi ça pointe, quoi. Donc voilà, si je simplifie, c'est ça. Alors après, l'échelle émotionnelle, ça s'inscrit pour moi dans le contexte de toute une approche. C'est juste le début. Parce que pour moi, l'échelle émotionnelle, c'est juste un outil de prise de conscience. Mon approche, j'appelle ça l'approche être, c'est-à-dire qu'il y a E, c'est l'écoute émotionnelle. Le T, c'est la transformation sémantique, parce qu'à un moment donné, après, il faut aller changer les Modifier croyances, les ce conditions câble. mentales. Ouais, ouais. Ouais. Le R, c'est les révisions comportementales, parce que si on ne change pas vraiment dans la vie, si on ne pose pas des actes, si on ne met pas en place des changements, si on ne change pas de comportement, les réseaux de neurones, ils ne changent pas, donc on ne change pas vraiment. Et puis le dernier E, c'est l'éthique souveraine ou personnelle, c'est-à-dire que je constate que les gens, une fois qu'ils sont clairs avec leurs émotions, clairs avec leur mental, ils sont capables de s'entourer de manière adulte et puis de commencer à réaliser leur vie, ils ont envie d'avoir des références personnelles et souvent de s'émanciper un petit peu comment je peux dire, de pression sociale et de trouver vraiment une liberté puissante et individuelle. Et donc moi, C'est toute mon approche, des dépendances, je pense. Tu parlais des dépendances, à mon c'est avis. ça. Donc, absolument. C'est-à-dire que, alors pas seulement des dépendances, mais oui, mais aussi s'émanciper de certaines pressions sociales ou de certaines croyances ou de certaines. Voilà, c'est vraiment de trouver la réalisation de moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment l'expression libre de ma personne. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et j'aide les gens à être autonomes avec ça. Voilà. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on parlait libération dépendance et chose très intéressante chez toi, tu considères que l'émotion est un signal, tu m'arrêtes si jamais je dis une bêtise, un signal qui invite à se libérer d'une dépendance. Et en général, la source de cette dépendance ou de cette servitude, etc., enfin de ce qui nous tient et nous empêche d'être libres, est une croyance à l'origine. On est d'accord? Qui correspond à une facette de l'ego, un persona, un personnage, peu importe comment on nomme ça, selon les référentiels qu'on utilise. Donc, l'émotion est une invitation à retrouver la source d'une croyance, identifier la croyance en question et mettre le doigt sur une facette de l'ego qui n'est jamais qu'une illusion. Et donc la croyance illusoire nous fait souffrir de par son, arrête-moi si jamais je dis une bêtise, de par son décalage avec le réel. Le décalage avec le réel crée une dissonance qui crée une souffrance. C'est l'idée? C'est plus que l'idée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mon observation, c'est que quand les gens écoutent l'émotion, mais vraiment profondément, donc en général, on traverse un petit peu son histoire, et effectivement, on arrive toujours à un moment donné à quelque chose qui n'est plus une émotion, qui n'est plus dans le passé. Ça, c'est très important pour moi. La cause de nos émotions n'est pas dans le passé. On arrive effectivement à une croyance, alors une croyance particulière, parce que c'est vraiment une croyance à laquelle on est identifié. Et comme tu le dis, c'est une dépendance existentielle, c'est-à-dire que c'est quand consciemment ou inconsciemment, on croit dépendre de quelque chose. 9 fois sur 10, c'est de l'affectif qu'on confond avec l'amour, parce que je n'ai pas eu l'affectif de papa et ou maman. Souvent, on arrive à ça, mais La c'est pas le seul. problématique puérile, infantile, finalement. C'est ça. Il y a des manques Oui, de c'est ça. maturité.
c'est des constructions qui ont été faites dans l'enfance, qu'à un moment donné, j'ai été dépassé par les choses. Soit il m'arrive un truc traumatisant, soit je suis dans une ambiance familiale trop toxique et j'arrive pas à trouver ma place d'existence. Et là, en fait, il y a comme une fracture identitaire. Pour moi, c'est une névrose. Hein. Quand on parle de névrose, la névrose, c'est ça. L'ego, c'est ça. Moi, j'aime bien parler d'identité virtuelle pour être rigoureux, précis. Oui, Mais c'est tout ta ça, c'est pour moi. terminologie. Toi, tu as une terminologie bien précise. Alors, pour creuser un peu ça, j'invite les abonnés de ma chaîne à aller découvrir le vocable bien précis parce que Laurent prend la peine et le temps de définir les termes qu'il utilise un à un. Et donc, c'est vrai que c'est assez rare pour être signalé. Si jamais il y a des termes qui vous interpellent, qui ne correspondent pas forcément à vos représentations à vous, allez voir sur la chaîne de Laurent. Vous aurez des précisions, en général, notion par notion. Donc, c'est là que je pense qu'on voit un petit peu ta formation scientifique et ta formation d'ingénieur, etc. C'est que vraiment, tu définis bien les choses et cette clarté, ça fait partie de ce qui moi, m'a aussi beaucoup plu. C'est-à-dire que c'est rare de trouver des gens qui prennent vraiment le temps de se dire, voilà, il n'y a pas forcément ce terme qui semble faire consensus. Je vais le redéfinir, expliquer aux gens de quoi il s'agit. Voilà. Pardon. C'est ça. Et puis, c'est d'autant plus important pour moi ce que tu dis que pour moi, il y a plusieurs couches du mental et beaucoup d'approches thérapeutiques vont viser les croyances, mais les croyances de surface. Or, au-dessous des croyances, je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails, mais il y a ce que moi j'appelle la sémantique, c'est-à-dire vraiment notre dictionnaire intérieur. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment à la fois avoir le plus de pouvoir de changement et où on est à la source des choses. Ce n'est pas évident de changer les croyances, parce que les croyances, il y en a beaucoup. Et le fondement des croyances, c'est les mots, la définition des mots, le sens qu'on met dans les choses. Donc déjà, quand j'aide, je vais jusqu'à ce niveau sémantique. Mais du coup, moi-même, quand je m'exprime, effectivement, j'essaie d'être précis parce que je sais l'importance de ça. C'est-à-dire que c'est d'abord la précision dans le verbe, dans le mot, qui va ensuite permettre et au mental et à tout le reste, à l'émotionnel, au comportement, d'être, on pourrait dire, orienté par les mots. Parce que si mes mots sont précis et sont clairs, tout le reste de mon expérience va suivre et va être beaucoup plus clair et va me donner plus de pouvoir, de maîtrise, de nuances. Et donc, je vais m'adapter au réel et à ce qui m'arrive avec plus de précision. Donc, c'est pour ça que, ouais, pour moi, préciser les mots, c'est important. Alors après, j'aime bien faire des ponts. Donc, voilà, je parle, moi, d'identité virtuelle, mais comme tu disais, c'est la persona, c'est l'ego, c'est fracture identitaire, c'est la névrose. Pour moi, tout ça, c'est pareil. Et je trouve ça génial que les émotions, quand tu les écoutes, elles te ramènent à ça. C'est en gros, elles te disent, mais attends, pour qui tu te prends? Regarde, toi tu crois que tu es ce petit garçon-là qui va mourir si ta mère, elle t'aime pas. Et non, c'est ce qui t'est arrivé il y a longtemps, mais le truc, il est terminé maintenant. Il faut passer à autre chose, etc. Je simplifie beaucoup, hein, mais l'idée, elle est là. Tout à fait. D'ailleurs, dans les items qui reviennent souvent chez toi, il y a le réel est plus fort que toi. Il y a la vérité n'est pas conceptuelle. Ça, j'aime beaucoup. La vérité n'est pas conceptuelle. Apporte une petite précision là-dessus. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. La vérité n'est pas conceptuelle. La vérité n'est pas conceptuelle. Alors je sais pas. Je vais me permettre un pont avec un penseur, je vais dire, en tout cas un humain dont j'apprécie pas mal les témoignages, c'est Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Lui, il disait la vérité est un pays sans chemin. C'est une façon différente, je pense, de dire un peu la même chose, c'est-à-dire que simplement, on ne peut pas dire la vérité avec des mots. Les mots sont… il y a un monsieur aussi qui s'appelle Alfred Korzybski qui dit tout notre vocabulaire, c'est une carte. Comment ? La carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire, oui. Je t'en prie, vas-y. C'est ça. Donc, notre vocabulaire, c'est une carte et la carte n'est pas le territoire. Si on veut voyager, on ne va pas marcher sur une carte, on va marcher dans le réel, on va voyager dans le réel. Donc, les mots, c'est que des cartes, ce n'est pas le réel. Le réel, c'est toujours au-delà des mots, il est avant tout sensoriel pour nous, même si nos sensations ne nous permettent pas d'accéder à l'ensemble du réel. C'est quand même notre outil de prédilection, le sensoriel, le corps, pour accéder au réel. Et avec le corps, on accède à une certaine vérité, entre guillemets, même si elle est partielle, mais pas avec les mots. C'est ça que je veux dire quand je dis la vérité n'est pas conceptuelle. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas utile. Je n'arrête pas d'utiliser des mots, je parle beaucoup. Bien sûr. Voilà, le mental, les mots, c'est un outil extraordinaire. Mais il est d'autant plus extraordinaire qu'on a conscience qu'il n'est qu'un infidèle représentant de toujours ce qu'on veut dire, du réel, de notre expérience. Oui, parfois, on tu dit invites à poser de la conscience… pardon.
Tu vois, avec le décalage de temps, quand tu t'arrêtes, je commence une phrase et du coup, toi, tu as déjà commencé une autre phrase, ça donne l'impression que je te coupe. Alors qu'au moment où je commence ma phrase, pour moi, tu parlais plus, je suis désolée. Hein. On a un petit Non, mais décalage de temps. je peux le couper de toute façon, donc ça va. Voilà, oui, toi, tu invites à mettre de la conscience sur le fait qu'il ne faut pas confondre. Hein, toujours cette attention à ne pas apporter de confusion, ne pas confondre les représentations, les mots, les concepts et le réel tel qu'il est, qui ne peut pas être décrit avec ces outils-là qui sont insuffisants, partiels, etc. Garder la conscience de ça, ne pas confondre les deux et ne pas prendre la pensée et la production du mental pour la réalité. Alors du coup, tu parlais de la réalité. Pareil, on a un accès finalement très limité au réel, à la réalité. Qu'est-ce que tu appelles réalité? Qu'est-ce que tu appelles réel, toi? Parce que dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'on ait des cerveaux dans des cuves branchées. Enfin, on peut faire plein d'expériences de pensée. On pourrait se dire qu'on est dans un rêve. Il y en a eu plein des expériences de pensée qui tendent à prouver qu'on ne peut pas être certain, finalement, enfin, même le réel est une croyance, quelque chose d'incertain. Alors, en fait, du coup, moi, je résous tout ça en considérant que c'est comme s'il y a plusieurs degrés de réel. C'est pour ça que je parle, je vais dire, il y a le réel sensoriel. C'est quand même là-dedans, on va dire qu'on baigne principalement. C'est en étant, peu importe nos croyances, est-ce qu'on croit qu'on est des êtres spirituels incarnés? Est-ce qu'on croit que il n'y a que la matière qui existe? Dans tous les cas, tu gardes quelque part dans ta pensée l'idée qu'on pourrait être des simulations, qu'on pourrait être des programmes se croyant pensants, etc. Toutes ces, ça, je vais y venir. Mais déjà, ce qui est important pour moi, c'est que indépendamment du réel absolu, on va dire, sérieusement, il y a un réel sensoriel, c'est-à-dire il y a une incarnation et franchement, notre quotidien, il est là-dedans. Tu vois, toi et moi, là, on est en train d'échanger principalement, je te vois, je t'écoute, tu me vois, tu m'écoutes. C'est surtout ça qu'on est en train de vivre et donc, j'accorde une importance à ça. Je me dis, si on est incarné… C'est un signal finalement. Ouais, et puis je me dis, si on est incarné, c'est que pour ceux qui croient en l'incarnation, mais après ceux qui ne croient pas, ça ne change rien du coup à mon discours, c'est qu'il y a des choses importantes à vivre avec cette matière et dans le rapport à ça. Donc, le sensoriel est quand même pour moi un accès à ce réel-là, je mets des guillemets, que je ne vais jamais oublier qui est important. C'est ça, en gardant conscience que peut-être derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une approche qui est phénoménologique. Tu considères le phénomène en tant qu'il est perçu. Le réel, c'est le signal, mais on n'est pas sûr de ce à quoi il correspond finalement. On va un peu loin là dans nos réflexions. Alors, c'est toi qui vois. Je te laisse aller où tu veux. Non, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Du coup, pour moi, juste ce que je voulais rajouter, c'est que sans aller peut-être trop loin, mais donc là, j'ai voulu parler… Moi, j'ai envie de dire, c'est rare d'avoir ce genre de niveau de discussion. Autant y aller. Moi, je te suis. Donc, ce réel sensoriel, il a une importance pour moi et c'est d'autant plus important de le relativiser. C'est-à-dire que c'est évident que ce n'est pas le seul réel. Même, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans la physique, mais si tu vas dans la pointe de la physique, c'est clair qu'on considère aujourd'hui les physiciens les plus pointus vont considérer d'autres dimensions que nos 4 dimensions pour pouvoir expliquer nos 4 dimensions. Donc, bref, il y a un autre réel, déjà dans le simple fait que j'entends pas ce qu'il y a au-delà des ultraviolets, des ultrasons, des infrasons. Je ne vois pas les ultraviolets, je ne vois pas les ondes magnétiques. Et puis, il y a plein de choses qui sont dans le réel. On a un spectre perceptif qui est finalement très réduit, quoi. Exactement. Donc, quand je parle du réel sensoriel, c'est important d'être conscient que c'est qu'une portion du réel. C'est juste que dans l'expérience humaine, ça reste une portion importante. Et si je fuis un peu trop dans cet autre réel au-delà des sensations, si j'y accorde trop de temps et d'énergie, peut-être qu'il y a un déséquilibre par rapport à mon quotidien qui, lui, est principalement dans le réel sensoriel. Donc, moi, j'aime considérer qu'il y a un réel au-delà du sensoriel. Et du coup, bon, je peux avoir des hypothèses. Tu es conscient qu'il s'agit d'une croyance dans l'absolu. Alors, c'est un peu plus qu'une croyance, parce qu'encore une fois, on sait qu'on ne perçoit pas les infrasons, les ultrasons, les infrarouges. Ah, le croyance, tu veux dire le réel sensoriel, c'est une croyance? Potentiellement, oui. Oui, voilà. Donc, en tout cas, il y a ces deux niveaux
d'expériences qu'on peut expérimenter nous-mêmes. Et le réel sensoriel est important. Il y en a un autre qui est intéressant. Ça m'amuse de le considérer. Mais voilà, avec mesure. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Moi, je faisais un peu référence aux expériences de pensée comme ont pu le faire des gens comme Nick Bostrom, qui a poussé le vice jusqu'à calculer des probabilités que nous soyons tout simplement que je sois une simulation dans une machine, des choses comme ça, ou des expériences de pensée à la Descartes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, quitte à aller au bout du sujet. Moi, je me suis toujours dit que Descartes avait commis une erreur de pensée fondamentale finalement. Je pense donc en fait, il a postulé un jeu unique et nodal plus le temps passe et plus justement je considère les facettes des égos, plus je me dis qu'au centre, il y a un vide mouvant, tu vois ce que je veux dire, qui permet comment dire, de penser tout ça, et que le jeu de je pense donc je suis de Descartes peut même lui-même être finalement remis en cause. Voilà. C'est réduire le jeu à la pensée, c'est dommage parce que justement, c'est tout con, mais il y a aussi le sensoriel et le sensoriel, c'est pas de la pensée. Donc, je pourrais autant dire je vois donc je suis, ou je ressens donc je suis, ou j'ai conscience donc je suis. Pour moi, l'humain, il n'a pas que de la pensée, donc réduire l'être à la pensée, ouais, j'avoue que la démarche ne m'intéresse pas trop. Donc, ouais, oui, c'est deux expériences de pensée extrêmes pour mettre en lumière, en fait, le but de tout ça, c'est de mettre en lumière que le monde, ce qui est perçu et même le jeu sont en fait constituent des croyances avec des degrés de crédibilité, j'aime pas trop ce terme, plus ou moins importants, mais ne sont également que des croyances. Voilà. Parlons d'autre chose, parce que là, je pense qu'on va perdre du monde si on s'attarde trop là-dessus. Dans les thèmes que tu as abordés et qui sont très intéressants, tu as parlé du fait que c'est jamais le passé la cause des émotions qui sont ensuite déclenchées. Et je me permets de penser, de postuler que ce que tu évoquais, enfin, ce que tu étais en train de faire sans forcément le formuler, c'est une distinction entre le passé et l'histoire. Est-ce que tu veux bien l'histoire personnelle, l'histoire qu'on se raconte, son récit de vie, tu vois, son storytelling. Ouais, il y a plusieurs nuances qui sont importantes pour moi sur le passé. Ce dont tu parles, Sandrine, c'est-à-dire, je dis toujours de ne pas confondre l'histoire d'un problème au sens, si j'ai un problème psychologiquement parlant, il y a l'histoire du problème et il y a la cause du problème. C'est deux choses différentes. C'est comme s'il y a un pneu crevé. Bien sûr, je peux m'intéresser à toute l'histoire du vélo et du vendeur du vélo qui peut-être me détestait, qui m'a donné volontairement un vélo avec un pneu faible, etc. Je peux m'intéresser à toute l'histoire du vélo, mais je peux aussi m'intéresser au clou qu'il y a dans mon pneu maintenant. Et donc, il y a toujours une histoire et l'histoire n'est pas la cause. On confond souvent l'espèce de séquence chronologique avec la causalité mécanique des choses. Et la psychologie, elle a une causalité dans le présent. Donc ça, c'est la première chose que je distingue. Après, quand on parle de passé, c'est toujours un abus de langage. Ce qu'un humain appelle le passé, c'est toujours sa mémoire présente. D'ailleurs, s'il a une crise d'amnésie la veille, son passé, ça n'existe plus en fait. Et même des fois, la personnalité change. Dans des grosses crises d'amnésie, la personnalité change. Donc, ce qu'on appelle passé, c'est du présent en fait, c'est de la mémoire présente. C'est du mental, des conceptions à propos de ce qu'on a vécu et qu'on a enregistré d'une certaine manière. Mais le passé au sens rigoureux, on n'y accède pas et donc le passé ne nous accède pas. Et moi, je vois bien que les gens qui ont des grosses bascules comme ça, moi, c'est mon but, c'est d'aider les gens à basculer, à transcender des choses. Bah, des fois, il y a des grosses prises de conscience et des actes de changement qui font que des gens changent totalement leur vie, leurs expériences et leurs émotions. Leur passé, il n'y a rien qu'à changer, hein, il n'y a rien qu'à bouger. C'est dans le présent, ils ont changé leur vision, ils ont eu le courage de se jeter dans leur nouvelle vision du monde et tout change. Donc, pour moi, oui, le passé n'a aucune incidence. Je sais que ça remet en cause beaucoup de croyances. Oui. Je suis consciente que et maintenant, ça commence à être vraiment su et connu et même mesuré, le fait que la mémoire, en fait, est en constante réécriture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des faits dans le passé. Hein. Je ne remets pas en cause l'existence objective des faits et du déroulement du temps.
Quoique, là C'est ça? aussi, il y a une histoire de croyance, mais bon, qui est quand même très forte. Simplement, on sait maintenant, les gens qui mesurent ça, les scientifiques, les chercheurs, etc., qu'en fait, dans le cerveau, l'histoire individuelle est en constante réécriture. Et quand on demande à des gens d'évaluer une situation objectivement à un temps T, puis qu'on leur demande de réévaluer la même situation 10 ans plus tard et 20 ans plus tard, avec le même degré de conviction qu'ils sont dans le vrai et qu'ils parlent du réel, les gens apportent des réponses en général qui sont différentes. Et les choses sont évolutives, les jugements sont évolutifs. Et parfois, des choses qu'on est persuadé comme étant factuelles se modifient dans la mémoire. Donc la mémoire change, évolue, et c'est un fait, quoi. Et donc, moi, dans ma façon d'aider les gens, c'est un aspect important. C'est-à-dire, si on ne change pas sa conception du passé sur ce qui est douloureux, ce qui n'est pas en paix, il n'y a aucune chance que l'on s'améliore, que l'on transcende les problèmes, que l'on sort de dépendance. Tu parlais de dépendance. Oui. Revoir le passé est crucial. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la seule chose. Mais voilà, il n'y a rien à faire vraiment avec le passé, sinon avoir conscience que c'est qu'une conception de ce qu'on a vécu. Et c'est cette conception qui doit changer. Le passé, on ne peut pas le changer, mais on peut toujours changer notre conception des choses. Et on peut le changer toujours énormément plus que ce qu'on imagine. Et moi, c'est la particularité de mon approche, c'est de proposer toujours des paradigmes qui sont très différents, donc qui sont libérateurs pour ceux qui ont envie d'aller là-dedans, quoi. Oui, tu appelles ça faire la paix avec son histoire. Je trouve ça très bien. Faire la paix avec son histoire. Donc, tu proposes effectivement un travail de relecture, réécriture et avec des nouveaux éclairages, etc. Est-ce que tu pourrais préciser d'ailleurs un petit peu l'approche, le travail que tu proposes? Spécifiquement ça, faire la paix avec l'histoire. Ouais. Si tu veux bien. Alors, attends. Oui, je veux bien. C'est juste qu'il y a plusieurs façons d'aborder, donc je suis en train de choisir laquelle je vais prendre. Je t'en prie. Je vais le dire cash, en fait, puis comme ça aidera peut-être des tas de gens. D'accord. Vas-y, cash. Ce que je vais dire ne va pas être applicable à tout le monde, mais à la grande majorité. C'est-à-dire, encore une fois, moi, ça fait 17 ans que j'aide les gens. L'immense majorité des gens, finalement, quand on fait l'échelle émotionnelle, on en arrive toujours à un enjeu affectif avec papa et ou maman. Quand je dis toujours, enfin quasiment. Quasiment, oui. Ou les figures parentales précoces, quoi. Maîtresse, les camarades, etc. Et voilà, et en gros, c'est leur conception familiale qui n'est pas la leur, qui est complètement pris dans notre culture. Et il y a d'autres cultures qui ont d'autres conceptions. Chez les Australiens, enfin chez les aborigènes d'Australie, il n'y a pas un parent. Tous les adultes sont des parents, tous les enfants sont des frères et sœurs, et tous les vieux sont des grands-parents. Chez les Mosso en Chine, le père, c'est le frère de la génitrice, c'est pas le géniteur. Les géniteurs s'occupent pas de leurs enfants. Donc tout ça, ça permet de relativiser aussi, de mettre en perspective d'un point de vue sociétal et culturel ce qu'on pense aller de soi. Il y a des cultures familiales, il y a des cultures tribales, et dans les cultures tribales, il y a des conceptions très variées. Donc, ce n'est pas une vérité, justement. Quand je dis la vérité n'est pas conceptuelle, papa, maman, les parents, la famille, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas des faits. C'est juste une conception. Si cette conception, elle crée de l'harmonie, elle crée du bonheur, elle crée quelque chose de fort avec des liens puissants entre des humains, génial, je ne vois pas de problème. Mais si moi, je souffre parce que l'humain que je veux qu'il soit mon père ne s'est pas comporté comme un père et ne se comporte pas comme un père, c'est dommage parce qu'il n'y a qu'à accepter que, ok, ben, c'est peut-être que ce n'est pas ton père, simplement, ce n'est pas pareil si c'est ton géniteur ou si c'est ton père. Et donc, si tu acceptes que la culture, elle t'a bien un fantasme d'une famille magnifique ou avec des gens qui, sous prétexte qu'ils sont tes géniteurs, vont forcément t'aimer et être là pour toi, etc. Mais si ça crée une espèce de dissonance cognitive et une frustration permanente, pourquoi continuer ? Et tant que tu vas continuer ça, tu vas souffrir. Donc, à un moment donné, il faut accepter que peut-être qu'on t'a dit sur ta famille, bah, c'est juste une façon de voir qui ne colle pas. Donc, il faut oser, pour moi, revoir ces notions de manière très personnelle. Par contre, c'est important pour moi. Ce n'est pas moi qui vais proposer une nouvelle culture ou de nouvelles conceptions ou des idéologies. Moi, je donne les moyens aux gens de se rendre compte que c'est eux qui pensent. Et que c'est eux qui peuvent soit être influencés par leur culture, soit faire des choix en se disant hey, dans ma culture, on m'a dit ça, mais j'ai le droit de dire ben, ça ne me va pas, quoi, ça ne colle pas. Non, je n'ai pas envie que ces gens soient de ma famille. Pour moi, ma famille, c'est autre chose. Donc, la liberté de penser
des choses aussi profondes et aussi fondamentales pour la psychologie que le sens de ma famille, le sens des parents, le sens des frères, le sens de tout ça, souvent c'est crucial et voire, je vais dire, indispensable. Oser remettre ça en cause, c'est ce qui va faire la différence entre une vraie transformation qui fait que mon passé n'a plus de poids sur moi. Par contre, tant que je pense mon passé de cette manière-là, je peux faire, à mon avis, 20 ans de thérapie. Moi, ça m'arrive souvent d'aider des gens. Ça ne changera pas sur le fond parce que c'est cette dissonance cognitive fondamentale, c'est cette façon de concevoir mon passé qui crée de la souffrance. Donc, ça ne changera pas tant que mal je ne pensé et la manière de le penser mal et de ne pas bien définir finalement les rôles, les fonctions, etc. Des gens crée la souffrance finalement. Parce pour moi, c'est clair. Dit, un papa, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça, enfin peu importe, on s'en fout. Moi, mon papa, que j'appelle papa et dont tout le monde me dit qu'il est mon papa, ben, ne fonctionne pas comme ça, il s'est passé ceci, cela, peu importe. Et ça crée une dissonance. Et on essaie de se faire se superposer des choses tout simplement qui ne sont pas compatibles. Et donc, il y a une dissonance et une souffrance et le cerveau essaye de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Ça rentre pas. Ou un carré dans un rond, on s'en fout. Hein. Je vais utiliser la métaphore, tu sais, j'ai des petits-enfants, donc des boîtes à forme pour les gosses. Quand on essaie de faire rentrer un carré dans un rond, bah, ça marche pas. Et si on s'acharne, ben, on s'agace, on finit par créer de la souffrance. Et si tout le monde nous dit, mais si, c'est ça qu'il faut faire, on bug complètement et on est dans une dissonance qui peut nous mener loin. Est-ce que ma compréhension est correcte ? Parfait, c'est exactement ça. La métaphore, elle est très claire. Ce que je peux juste rajouter, c'est que en plus d'avoir ce rond et ce carré qu'on essaie de rentrer avec papa, maman, mon frère, ma soeur, mon oncle, etc., en plus, il y a tout le phénomène du transfert affectif qui va faire que je vais aussi transposer ça dans mon couple. Bien sûr. C'est-à-dire que je vais plutôt choisir des gens qui vont me faire le même coup que papa ou maman pour revivre les mêmes et réessayer dans mon couple de faire rentrer des carrés dans des ronds, quoi. C'est-à-dire que l'histoire du rond et du carré, c'est pas que vis-à-vis de mes origines familiales. Ça va se reporter sur mon couple en général parce que c'est le transfert le plus évident, mais pas seulement. Je vais peut-être transférer ça sur mes collègues au travail, sur mes amis, sur Macron, sur le président de la République, sur n'importe quoi. Je peux transférer ces enjeux affectifs émotionnels sur beaucoup de choses. Donc, faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est ça qui fait mal et on peut ne pas se rendre compte à quel point on transfère un réflexe de faire rentrer des ronds dans des carrés sur beaucoup d'éléments de notre vie. Tout à fait. Après, je me permets d'apporter une précision, tu vas me dire si tu es OK avec ça. Je trouve que dans ce phénomène de transfert, il y a une forme d'intelligence qui se manifeste. C'est-à-dire que le psychisme, voilà une occasion de rejouer quelque chose qui doit être justement dénoué. Et donc, le transfert est une invitation à procéder à ce travail. Si on ne le comprend pas, on va peut-être passer toute sa vie à transférer sur des gens différents, toujours la même problématique, sans jamais comprendre qu'à cet endroit-là, il y a une invitation effectivement à se libérer d'une situation qu'on n'a pas su gérer par le passé, mais qu'on est désormais capable de gérer. Est-ce que tu... Totalement d'accord. C'est-à-dire, moi j'aime bien dire, alors pour moi c'est un peu l'intelligence émotionnelle qui fait cette mécanique-là, c'est-à-dire de nous proposer de nouveau le problème. Donc, soit on va rester dans nos solutions infantiles et on va répéter les choses, c'est ce qui s'appelle les schémas de répétition. Soit, vu qu'on se retrouve devant le problème, cette fois on dit, OK, alors là, je vais essayer en tant qu'adulte maintenant d'exister devant ça. Au lieu de me sentir totalement démuni, de vivre que c'est terrible, non, je vais trouver une solution parce que c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais petit. J'étais trop petit, je ne savais pas faire et j'étais dans un contexte de dépendance envers papa, maman. Donc, j'étais un être dépendant. J'ai une solution d'être dépendant vis-à-vis de cette problématique. Donc, c'est cool, effectivement, que ça se reproduise à l'âge adulte parce que si je le vis comme une salle de cours, je vais prendre la leçon et je vais simplement, au lieu de dire c'est terrible, dire, OK, maintenant, je suis qui quand on me violente, quand on ne m'aime pas, quand on me rejette, quand on ne me considère pas, quand on me trahit, quand ceci, quand cela, quand on se moque de moi, quand on me juge. Voilà, devant tous ces trucs, non, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de problème. C'est les gens, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent et on ne peut pas les en empêcher. Mais moi, je suis qui là-dedans? Est-ce que je pense qu'il faut que je cours derrière et je vais penser que je suis amoureux et je vais passer 15 ans dans des relations toxiques? Ou est-ce que j'existe, je me positionne et je vois qui je suis devant la trahison, etc., les rejets, etc. Et la trahison, Donc oui, le rejet, entièrement ce qu'on d'accord. appelle habituellement blessure.
selon un référentiel à la liste Bourbeau et les 5 blessures, etc. Que J'aime beaucoup son travail, mais c'est vrai que le mot blessure, je suis maladroit. Parce que c'est une blessure,